C'était il y a presque un an, jour pour jour. Le 20 janvier 2021, Joe Biden devenait officiellement à 78 ans le 46e président des États-Unis. Comme le veut la tradition, c'est sur les marches du Capitole à Washington que la cérémonie d'investiture a eu lieu. La main gauche posée sur la Bible, celle de droite levée pour prêter serment en présence notamment des anciens présidents Bill Clinton, George Bush et Barack Obama, mais sans Donald Trump, une première alors depuis 1869. Il faut dire que cette cérémonie d'investiture s'était déroulée dans un contexte particulier car 15 jours plus tôt, le Capitole avait été envahi par des soutiens de Donald Trump et le périmètre de sécurité avait été renforcé pour assurer la cérémonie d'investiture dans de bonnes conditions. C'est l'occasion ce matin donc de faire pendant quelques minutes le bilan de cette première année officielle à la présidence de Joe Biden. Que retenir de ces 365 jours à la tête des États-Unis? C'est notre dossier du jour avec Eva Soto et on commence, Eva, d'abord par le bilan intérieur. Et comme dans le reste du monde, la crise sanitaire s'est invitée très rapidement dans cette première année de mandat. Joe Biden fait tout l'inverse de Donald Trump. À peine arrivé, il impose le port du masque dans les bâtiments fédéraux, une quarantaine de voyageurs et il rend la vaccination obligatoire en septembre dernier pour les 2/3 des travailleurs du pays par décret. Il force aussi les fonctionnaires de l'exécutif à se faire vacciner. Mais après, il ne faut jamais oublier que les États-Unis sont un pays fédéral et sur la gestion de la pandémie, les gouverneurs de chaque État ont la liberté de faire ce qu'ils souhaitent. Le président n'a pas le contrôle intégral de la situation, d'autant plus que les républicains anti-vaccins sont puissants, empêchant une campagne de vaccination massive. Alors, compte tenu de cette crise et de son impact économique, un plan de relance historique, 1900 milliards de dollars, l'équivalent du produit intérieur brut de l'Espagne avait été voté. Joe Biden s'est aussi engagé pour mettre en place un vaste plan de rénovation des routes, des ponts et des transports vétustes, 50 milliards de dollars, rien que pour ouvrir l'accès à l'eau douce dans certaines zones et autant d'ailleurs pour changer les canalisations qui étaient encore en plomb. Et oui, mais le locataire de la Maison-Blanche voudrait aller encore plus loin, sauf qu'il est bloqué car les démocrates ont une faible majorité au Congrès et les républicains ont le contrôle de la Cour suprême. L'agenda politique des prochains mois ne devrait pas arranger la situation car en novembre auront lieu les élections de mi-mandat et les démocrates ne sont pas vraiment en position de force pour l'instant, selon certaines enquêtes d'opinion. Et si les républicains prennent la main sur le Congrès, aucune réforme ne pourra passer au cours des 2 prochaines années de mandat, notamment ce plan de modernisation des infrastructures. On observe aussi ce même blocage sur la circulation des armes à feu. Les tueries de masse se poursuivent, mais les démocrates ont une faible majorité au Congrès, comme vous l'avez dit, pour réformer. Et donc, seuls des décrets de faible portée ont été pris. Dès le début de son mandat, Joe Biden a signé une série de décrets pour lutter contre les discriminations, mais il a encore beaucoup à faire, comme il l'a reconnu lui-même. Après le verdict dans l'affaire de la mort de George Floyd et la condamnation du policier Derek Chauvin, un projet de loi pour réformer la police sera bientôt présenté au Congrès. Sur le plan international, maintenant, on évoque les liens entre la nouvelle administration Biden et Israël. En mai dernier, alors que Benjamin Netanyahou était encore le premier ministre de l'État juif, Joe Biden avait affirmé qu'Israël avait le droit de se défendre et qu'il n'y aura pas de paix tant, je cite, que la région ne reconnaîtra pas le droit d'Israël à exister. On se souvient aussi de la rencontre cet automne à la Maison-Blanche entre Joe Biden et le premier ministre israélien Naftali Bennett. Mais il y a eu aussi des déclarations moins enthousiastes pour Israël, comme la critique ferme de Washington en octobre suite à l'annonce de la construction d'un millier de nouveaux logements. Parallèlement, Joe Biden veut aussi entretenir de bonnes relations avec l'autorité palestinienne. Washington s'est d'ailleurs récemment engagé à verser 99 millions de dollars à l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Oui, on suivra ça effectivement, ces relations entre chaque partie. D'ailleurs, au point dans ces relations, il y a un nucléaire iranien qui tient une place importante. Les négociations, vous savez, ont repris à Vienne en Autriche en novembre, après plusieurs mois d'interruption, mais le retour des États-Unis sorti de l'accord de 2015 en 2018 sous l'administration Trump semble de moins en moins probable. Et oui, la porte-parole de la Maison-Blanche a affirmé en décembre que la voie diplomatique restait l'option privilégiée, mais avait aussi affirmé dans la foulée « Nous nous préparons à prendre
une toute autre voie si besoin. Les États-Unis et Israël ont discuté d'exercices militaires conjoints pour contrer les ambitions nucléaires de Téhéran. Washington a pris plusieurs sanctions contre la République islamique depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. La présidence de Joe Biden, c'est aussi le retrait définitif des soldats américains déployés en Afghanistan après 20 ans de présence dans le pays. C'était fin août dernier. Ce retrait avait été engagé par Donald Trump au même moment, alors que les derniers militaires quittaient le sol afghan. Les talibans reprenaient la capitale Kaboul et remettaient la main sur le pays. Pour beaucoup d'Américains favorables au retrait, cela a donné le sentiment d'une humiliation et d'un immense gâchis. Sur les 3613 soldats de la coalition morts en Afghanistan, 2465 sont américains. Toujours sur le plan international, on retiendra aussi les tensions avec la France et la Turquie. Mi-septembre, une nouvelle alliance baptisée AUKUS rassemble les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni dans la zone Indo-Pacifique. En conséquence, l'Australie abandonne un méga contrat de sous-marins signé avec la France en 2016, ce qui déclenche la colère de Paris qui rappelle même l'ambassadeur de France aux États-Unis. Fin octobre, lors d'une rencontre à Rome, Joe Biden reconnaît que les États-Unis ont été maladroits. Avec la Turquie, les liens se sont refroidis lorsque le 24 avril, les États-Unis ont reconnu officiellement le génocide arménien de 1915. Lien difficile avec la Turquie, relation également complexe avec la Russie, Eva. Et oui, concernant la Russie, les relations ne sont pas au beau fixe avec Vladimir Poutine, que Joe Biden a qualifié de tueur. Biélorussie, Ukraine, Kazakhstan, détention d'Alexeï Navalny. Joe Biden a plusieurs fois mis en garde Moscou contre une escalade et a promis que les États-Unis répondront. Des sanctions ont d'ailleurs été imposées contre Moscou pour ingérence dans le processus électoral et dans la cybersécurité américaine. On n'aura pas le temps aussi de le développer, mais il y a eu aussi ces relations très complexes et encore actuellement avec la Chine. Malgré justement ces tensions internationales, Joe Biden réintègre les États-Unis dans un certain nombre d'organisations dont était sorti Donald Trump, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, l'Organisation mondiale de la santé, et comme il s'était engagé à le faire durant sa campagne, le président américain a aussi réintégré les accords de Paris signé en 2016 sur le climat. Et oui, accord dont était sorti Donald Trump en 2018, soit 2 ans après leur signature. Joe Biden souhaite maintenant mettre en place une grande réforme sociale et climatique au nom de Build Back Better, le plus grand investissement jamais réalisé pour faire face à la crise climatique selon la Maison-Blanche. Cet ambitieux programme de 1750 milliards de dollars propose notamment de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais au sein des démocrates du Congrès, cette réforme n'a pas la cote et n'a donc aucune chance d'être votée. Eh oui, c'est pas gagné car les midterms qui auront lieu donc en novembre sont rarement favorables au président en place, surtout effectivement lorsque la majorité est fragile comme c'est le cas aujourd'hui et que la cote de popularité est en baisse pour Joe Biden tel que l'indiquent des sondages récents. Merci Eva Soto.